Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous pratiquer à la télé. Si vous nous regardez à l'instant, vous êtes sur Kavi TV. À la radio, vous nous écoutez sur la 89.5 en bande FM à Conakry et environ à l'intérieur du pays également. Cette fréquence vous accompagne de ce côté sur les réseaux sociaux. Vous nous pratiquez sur Facebook, sur Kavi TV, sur siaminfo.com également. Vous pourrez nous suivre dans cette émission et sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Kavi Média. Au menu de ce matin, ce n'est plus la belle époque pour l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. De grandes formations politiques longtemps en tête des scrutins en République de Guinée. L'Union des forces démocratiques de Guinée dirigée par Cellou Dalein Diallo hors du pays traverse une zone de turbulence après la diffusion d'un mémorandum controversé signé par des secrétaires fédéraux. Le parti a démis de ses fonctions le responsable de la cellule de communication, Joachim Baba Milimono, soupçonné d'être impliqué dans cette manœuvre interne. Le parti affirme que les signataires ont été induits en erreur, mais les interrogations persistent quant à cette crise. Pourquoi ce limogeage? Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché dans la stratégie de communication du parti et quelles conséquences sur son image à l'interne, à l'échelle nationale et à l'international? Nous poserons ces questions à notre invité Mahmoud Touré. Il est consultant et spécialiste en sociologie et politique. Pendant ce temps, le RPG Arc-en-Ciel, suspendu par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, n'a pas tenu son assemblée générale ce samedi. Aucune explication officielle n'a été donnée, mais l'ancien président Alpha Condé dénonce des manœuvres d'intimidation et crie au scandale dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Nous essaierons de comprendre avec notre premier invité les probables raisons et les conséquences sur le parti Arc-en-Ciel. Nous irons également au Sahel où la tension monte entre l'Algérie et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs à Alger après la destruction d'un drone malien à proximité de la frontière algérienne. Bamako annonce également son retrait du comité d'état-major conjoint CEMOC et prévoit de porter plainte pour acte d'agression devant les instances internationales. Un climat de tension qui rappelle les crises diplomatiques de décembre 2023 et de janvier 2024. Pour décrypter ces enjeux géopolitiques, nous serons en ligne avec Mohamed Sissé, politologue basé à Bamako. En France, Marine Le Pen est-elle hors course pour la présidentielle de 2027? Le 31 mars, la justice l'a condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Une amende de 100 000 € vient alourdir la sentence. La patronne du Rassemblement National, tout comme son trésorier, a fait appel. Un marathon judiciaire s'engage et l'avenir politique de Marine Le Pen semble désormais plus incertain que jamais. On en parle également dans cette émission, le scanner. Dans la dernière partie, enfin, nous mettrons un focus sur un phénomène qui gangrène le système éducatif guinéen, la fraude scolaire. Si les autorités redoublent d'efforts pour sécuriser les examens nationaux, les pratiques frauduleuses persistent dans les classes intermédiaires, souvent au vu et au su de tous. Quelle approche adopter face à cette réalité? Comment inverser la tendance? Nous croiserons les regards d'acteurs du secteur éducatif dans ce dossier spécial. Merci de nous regarder à Larata, à Saweni, à Kissi, dans tout le Araponka et à Kolengten, c'est dans Kidia. Bienvenue sur le média du développement. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin qui m'accompagnent dans cette émission, qui vivent cette aventure avec vous, auditeurs et téléspectateurs. À ma gauche, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour Yamoussa Cheikh. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin? Ouais, très bien. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Bamomed, le PM. Abdallah Kamara, bonjour à tous. Merci. Allez, on commence par ce premier sujet, Yaya Diallo. On parle de cette actualité politique nationale, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel dans des situations de turbulence. Bah oui, dans des situations de turbulence, compte tenu de la situation, il faut le rappeler,
des grandes formations politiques qui ont partagé l'espace politique, il faut le dire, durant plus d'une décennie dans notre pays ici, où certains même parlaient d'une dualité politique entre une mouvance dominée par l'ORPG, qui est devenu RPG Arc-en-Ciel, une opposition dominée par l'IFDG. Alors, entre-temps, il y a eu ce coup d'État du 5 septembre qui a effectivement chambouler le schéma politique ou disons le champ politique guinéen, parce que c'était effectif et prévisible que ce coup d'État du 5 septembre allait fondamentalement rebattre les cartes. Je crois que nous sommes dans ce processus-là. À l'IFDG, il y a eu dès au début beaucoup qui ont dû participer à la gestion de cette transition. Je crois qu'automatiquement nous avons assisté, disons, à la radiation de ces responsables de ce parti, dit-on, parce que tout simplement la ligne que ces responsables de ce parti défendaient n'était pas, disons, en odeur de sainteté avec la ligne principale de l'IFDG. C'était l'argument qui a été argué. Donc pour l'IFDG, il s'agissait là d'une cohérence. Alors tous ceux qui ne partageaient pas cette ligne politique de l'IFDG devraient tout simplement faire le choix, soit de rester dans le navire de la transition, soit de se ranger derrière la ligne politique initialement établie par les uns et les autres au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Alors, entre-temps, nous avons assisté à la suspension de l'actuel porte-parole du gouvernement. Ensuite, ça en est suivi certains qui ont décidé de suivre Ousmane Gawal Diallo dans cette ou de rencontrer le président. Ou de rencontrer le président. Tout simplement, j'en viens parce que c'est récent. Il y a certains qui ont dit, pour un début, Ousmane avait raison et qu'il fallait instaurer un dialogue à l'interne pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut résoudre les problèmes à l'interne. Donc ces gens-là ont, disons, pris position et je crois que, conséquence, ils ont été mis dans le même panier que Ousmane Gawal Diallo, d'où la mise en place du CERAG, le cercle d'amis d'Ousmane Gawal, que nous connaissons tous. Donc ensuite, il y a eu des tentatives, certains, disons, ont bien voulu rejoindre Ousmane Gawal d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est le cas récent du coordinateur national de fédération de l'intérieur, en l'occurrence Selou Baldé. C'est le cas de Malal, le trésorier du parti. C'est le cas aussi de Lamine Diallo, je crois que de l'Allemagne. Alors, ces gens-là ont dû rencontrer le président. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous n'en savons absolument rien. Docteur Diao également. Docteur Diao, enfin, Docteur Diao qui n'est pas de l'IFDG, mais qui est un allié de l'IFDG. Donc, finalement, on a dû anticiper de l'autre côté, je ne sais pas les informations que les uns ont reçues, mais je pense que si il s'agit là effectivement d'une démocratie, l'expression démocratique, je ne sais pas au niveau de parti si les uns et les autres étaient informés de la rencontre entre les responsables de ce parti et le chef de l'État, mais l'argument qu'on a mis en avant au niveau de l'IFDG, c'est que ces derniers ne participaient pas, disons, aux réunions politiques du parti il y a de cela un bon bout de temps. Donc, ce qui veut dire que pour l'IFDG, c'est une désertion de la barre de ce responsable politique-là. Mieux pour le parti, quand il s'agit de ces rencontres officielles et solennelles, il faut tenir compte, disons, il faut passer l'information au niveau du bureau politique national du parti, ce qui n'a pas été le cas. Donc, conséquence, ils ont décidé que c'est une déviance politique et qu'il fallait prendre la responsabilité sur eux, disons, de les remplacer, de les faire remplacer par certains. Donc, ce qui est fondamentalement antonyme d'une suspension ou, disons, d'une radiation au sein du parti. Mais toujours est-il qu'il y a eu effectivement, disons, une crise à l'interne, ce qui a prévalu effectivement le remplacement de ce responsable du parti par d'autres au niveau de parti. Plus loin, et je crois que c'est ce que nous vivons maintenant, c'est le coordinateur national de la cellule de communication qui, il faut le dire, l'a reconnu avoir participé à la rédaction d'un mémorandum dans lequel mémorandum on exige ou on demande tout au plus à ce que le président actuel de l'IFDG puisse céder sa place, disons, à un autre et qu'il puisse occuper la présidence d'honneur du parti. Dans ces mémos, les signataires à un certain niveau, on l'avait connu, on parlait de 13 fédéraux, donc qui composent essentiellement la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Par après, on s'est rendu compte effectivement que il y a eu des non-dits autour de la rédaction de ce mémorandum, parce qu'on peut se poser la question, au regard de la structuration du parti, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'un coordinateur de la cellule de communication d'un parti puisse être, parce qu'il a rappelé, il a été contacté par ces fédéraux-là pour dire attention, voilà ce que nous voulons, nous sollicitons votre partition,
en tant que technicien, c'est ce qu'il avait rappelé, pour pouvoir rédiger ce mémorandum-là. Alors, le mémorandum était censé être confidentiel selon eux, parce que tout simplement, ça concernait directement le président du parti pour qu'il puisse effectivement s'imprégner de la situation, et aussi le besoin exprimé par ces fédéraux qui sont des membres à part entière de l'UFDG. Alors, disons, de discussion en discussion, à l'interne, on s'était rendu compte que, parce que les faits sont là, certains fédéraux sont sortis pour dire attention, nous avons été induits en erreur. Par qui? Se sont désolidarisés. Se sont désolidarisés. Bien. Et plus loin, certains ont présenté des excuses parce que tout simplement, pour eux, ils n'ont pas été informés, disons, de la quintessence ou le contenu essentiel ou la visée, pour ainsi dire, de ce mémorandum-là. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est Joachim Baba Minimono qui sort pour se défendre. Attention, il a rappelé un certain nombre de faits. Il a rappelé ses membres à part entière de l'UFDG, technicien qui est quotidiennement au niveau du QG de l'UFDG. Il a rappelé un certain nombre de réunions qui se sont tenues au QG du parti. Pour lui, il n'y a pas eu de solution au visa de ce que le parti traverse aujourd'hui. Et donc pour lui, il était de son ressort de pouvoir effectivement, parce que c'est ce qu'il a dit, participer à la pacification du parti. Et pour lui, pour pacifier le parti, il était essentiel effectivement d'interpeller le président, qui est le premier responsable de ce parti. Et nous avons vu le contenu de ce mémorandum qui exigeait, entre autres, à ce que CELU puisse prendre la présidence d'honneur, à ce que ceux qui sont exclus du parti puissent être réintégrés au niveau du parti, et plus loin, très rapidement, à ce que l'UFDG puisse tenir son assemblée générale. Bien, merci à Diallo. On va aller avec cette réponse ou cette sortie du nouveau coordinateur de la cellule de communication du parti UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, dirigé par Cellou Dalein Diallo. Reportage réalisé par Ansoubaï Lobaldé. Derrière, on se retrouve pour joindre notre invité. Il est consultant et sociologue, spécialiste en sociologie politique. J'y arrive. Tout à l'heure, il sera avec nous. Mahmoud Touré sera notre premier invité pour ce numéro. Souleymane Souza Konaté écarte la thèse d'une crise au sein de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG. Selon lui, sa formation politique se porte bien. L'UFDG va bien, l'UFDG se porte très bien. C'est la plus grande institution politique en Guinée et je dirais même de l'Afrique subsaharienne. Des difficultés dans n'importe quelle formation politique, ça existe, mais le plus important, c'est de pouvoir fixer le cap et avancer vers l'atteinte des objectifs. Les secrétaires fédéraux ont été induits en erreur, ils se sont rétractés 24 heures après et aujourd'hui tout fonctionne normalement. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la redynamisation de nos structures. Le nouveau responsable de la cellule de communication du parti de Cellou Dalein Diallo affirme que les signataires du récent mémorandum adressé à son leader ont été trompés par des personnes à l'intérieur du parti. Il souligne que les secrétaires fédéraux dont les noms sont apparus dans le document ont présenté des excuses pour leur acte. Il y a eu de la manipulation, il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Il y a eu de la manipulation de la part de certains de nos collaborateurs du parti ici. Ils sont à la solde de qui, ça on ne sait pas, mais ils ont réussi à induire un moment certains de nos secrétaires fédéraux, mais ils ont compris très tôt que c'était de la manipulation. Comme je le rappelais tout à l'heure, ils se sont rétractés et pour nous, les excuses présentées ont été acceptées et nous allons prendre des dispositions pour que de telles choses n'arrivent plus au niveau de notre formation politique. Souleymane Souza Konaté invite par ailleurs les militants à garder espoir pour le combat politique dans l'unité et dans la paix en Guinée. Nous avons suivi ensemble cet élément de reportage, cette sortie du nouveau coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée. Nous allons essayer de joindre notre premier invité, M. Mahmoud Touré, consultant et spécialiste en sociologie politique. Avec lui, nous allons débattre de cette crise qui mine d'abord l'UFDG. Mais en attendant de le joindre, Diallo, au RPG, ça transpire. Le parti de l'ex-président Alpha Condé n'a pas pu tenir son assemblée générale ordinaire ce samedi. Justement, le RPG arc-en-ciel qui était suspendu par le ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, parce que tout simplement le RPG
pour le ministère, n'a pas pu répondre à un certain nombre d'exigences. Donc, ce qui a prévalu, effectivement, la suspension du RPG. Et vous vous rappelez très bien, après la publication de ces résultats, le RPG continuait tout bonnement de tenir ses assemblées générales. Et c'est tout récemment que nous avons entendu le commandant de la gendarmerie nationale rappeler que, disons, le respect de la loi était général et impersonnel, et qu'en ce qui lui concerne, lui, il prendrait toutes les dispositions pour faire respecter la loi. Je pense que le samedi dernier, nous avons assisté au stationnement de plusieurs pick-up de la gendarmerie à la devanture de l'Assemblée générale du RPG. C'est vrai que de l'autre côté, au niveau de ces responsables du parti, on a voulu tout simplement dire qu'ils ont décidé sur eux de reporter l'Assemblée générale du RPG, mais nous savons très bien que c'est là et subséquemment lié à disons, à cette suspension du RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel, on ne le dira pas assez. Dans le message du président Alpha Condé, tout est dit ici. Je crois que c'est le cas au niveau de l'FDG. Aujourd'hui, c'est une question d'intérêt. Il y a des gens, effectivement, qui n'ont plus, disons, une vision claire de la situation. Donc, au lieu que le bateau ne puisse chavirer, ils ont décidé, effectivement, d'aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous savez très bien que c'est de rejoindre le CNRD. Et ce qui est tout à fait normal dans l'ordre naturel des choses. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les uns et les autres doivent pouvoir assumer leur position. Je pense que c'est cela aussi, la politique. C'est ça aussi, hein, c'est cela la politique. Et vous allez comprendre, nous avons au bout du fil Monsieur Touré Mahamoud, qui est consultant, spécialiste en sociologie politique. Monsieur Touré, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Merci d'accepter l'invitation du Scanner ce matin. Je vous en prie. On parle de la situation de l'UFDG aujourd'hui. L'UFDG qui vit une crise, est-ce qu'on peut dire sans précédent ou non, mais pour le moment une crise qui mine ce parti dirigé par l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, pour vous, œil de spécialiste, quelles sont les raisons profondes de cette crise d'abord, avant même de poser la question sur ce limogeage du responsable ou du coordinateur de la cellule de communication? Les raisons profondes de la crise de l'UFDG. Bonjour tout le monde. Et comme vous l'avez dit, actuellement, cette crise est en train de miner l'UFDG, le parti de Cellou Dalein. Et les raisons de cette crise, comme on l'a dit, ça c'est déjà une crise assez précise. Et on va essayer de circonscrire la raison au niveau du limogeage. Mais la crise est d'abord liée à la suspension du parti politique par rapport au MATD. Voilà, donc la première crise provient de là. Voilà. D'accord, le MATD. Aujourd'hui pour vous, hein, M. Touré, quelles sont les raisons profondes du limogeage du coordinateur de la cellule de communication, Joachim Baba Milimono? Voilà, les raisons pour moi, il faut dire que Joachim Baba Milimono, je l'ai écouté sur un site internet. Et il paraîtrait, selon lui, qu'ils ont pu écrire un mémorandum adressé au président du parti pour préparer celui-ci à anticiper le congrès et empêcher que l'UFDG, le parti, soit suspendu. Donc c'est ce qui fut fait, mais en le faisant, ils ont écrit le mémorandum adressé directement au président sans passer par la hiérarchie. Donc ce qui fait que le document, quand ils ont écrit, il a fait signer par tous les fédéraux partout sur le territoire. Monsieur Touré, est-ce que vous n'êtes pas trop proche de votre poste téléviseur ou de votre poste radio? Je ne sais pas. Ou bien vous avez des kits? Oui, c'est l'écouteur. C'est les écouteurs qui nous fatiguent là. Ça siffle. Ça fait de l'arsène quand on va gérer tout ça avec le son, parce que là, je pense que le son il est trop élevé. Est-ce que vous êtes là, monsieur Touré? Je suis là, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, allez-y, on va essayer comme ça. Voilà, donc je disais que ce monsieur, ils ont écrit un mémorandum et adressé au président du parti directement, mais le document, ils l'ont déposé, le document est tombé dans la main de quelqu'un qui était censé être un document interne
parce que c'est une crise interne qui voulait gérer ça à l'interne. Mais ce monsieur allait déposer ce document à la place publique où tout le monde a reçu. Donc voici comment à partir de là, tout le monde a su et ça a été une occasion pour les uns et les autres de comprendre que Joachim Baba Milmono avec un certain nombre de personnes voulaient et ils avaient une idée derrière la tête et puis bon voilà, il fallait décider à ce que celui-ci on l'écarte parce qu'il n'est pas sérieux, ainsi de suite et autres. Là. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que ce monsieur Joachim Baba Milmono, selon ses propres dits, il y a eu un appel d'offres pour le recrutement d'un certain nombre de consultants au niveau du MAP, du ministère de la décentralisation. Et il a postulé. Et quand il a postulé, son dossier a été retenu. Donc son dossier étant retenu, automatiquement, il y a certains militants ou certaines personnes de l'UFDG, automatiquement, ils ont mal interprété, disant que voici, lui on a l'UFDG et puis il peut automatiquement travailler pour l'administration publique en place. Donc, automatiquement, lui, il fallait le déposer. Donc, voici les deux raisons qui ont poussé, qui ont entraîné ou engendré le limousage. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette stratégie? Parce que vous avez tout à l'heure énoncé assez de choses, hein, les 2 points, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans la stratégie de Joachim Baba Milmono et dans la stratégie du parti lui-même? Ce qui n'a pas marché en premier lieu chez Joachim, vous savez, comme nous sommes en communication politique. Là, il faut retenir que en parlant de communication politique, c'est un espace où on échange tout ce qui est discours contradictoire entre les différents acteurs. Parce que c'est une forme de technique de procédé pour pouvoir séduire, gérer ou circonvenir l'opinion publique. Donc quand c'est pour des cas de figure, on peut en premier lieu, pour lui, il aurait dû informer tous les tenants ou les véritables lobbies du parti pour qu'ensemble ils puissent discuter autour de leurs préoccupations. Avant d'écrire le mémorandum, on pourrait s'asseoir je vais dire, on peut appeler une réunion où on pourrait appeler peut-être une session extraordinaire ou une commission ad hoc, s'asseoir, discuter autour de cela et puis trouver une solution inclusive et puis partagée de tout le monde. Et puis après, on pourrait informer le président du parti. Et là, du coup, là, il y a je vais dire, il y a une inclusivité et puis il n'y aurait pas de problème. Ça, c'est un premier aspect. Secondo, en ce qui concerne aussi le fait de postuler au niveau du MATD, vous savez, tu es de l'opposition et puis responsable de la communication, de la cellule de communication. Si on apprend que tu postules à un poste de responsabilité ou à un poste de consultant au niveau du ministère de la décentralisation, du pouvoir en place, alors que vous êtes de l'opposition, c'est mal perçu. Donc, il fallait communiquer. Voilà. Donc, au niveau à ce niveau, ça n'a pas marché. Il fallait communiquer, il fallait échanger, il y a une sorte de transparence qui devait véritablement être mise. Alors, autre fait, M. Touré, c'est le fait que Joachim lui-même soit approché, dit-on, par ces fédéraux-là, alors qu'en réalité, au niveau de l'UFDG, nous avons un coordinateur national de fédération de l'intérieur. Est-ce que hiérarchiquement, ce n'était pas ce dernier qui devrait être effectivement approché par ces différentes fédérations? Et voilà, il faut véritablement respecter la hiérarchie des normes. Il faut respecter la hiérarchie des normes. Donc, je pense qu'il fallait qu'ensemble les fédéraux tombent d'accord sur un point, discutent, analysent ensemble et puis trouver une solution conjointe. Bien. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences pour l'image du parti et à l'interne, et à l'externe, et à l'international, s'il y en a? Écoutez, les conséquences du limousage à l'interne, les conséquences sont énormes. Il y a d'abord une conséquence sur le climat interne.
ce limogeage va automatiquement entraîner ce qu'on appelle en matière de communication politique une stress et une méfiance accrue parmi les membres du parti. Parce que les collaborateurs auront un sentiment, certains collaborateurs, je le dis, nous sommes analystes, auront le sentiment d'incertitude quant à leur propre sécurité au sein du parti. Il peut y avoir aussi toujours à l'interne ce qu'on va appeler un sentiment d'injustice, s'il faut le dire ainsi. Cela peut provoquer un sentiment aussi de, selon, il va se sentir trahi, ce monsieur. Bien. Et à l'international. Au-delà de ce monsieur, toujours à l'interne, il va y avoir ce qu'on appelle la perturbation de la communication interne. Ça va affecter la cohérence des messages transmis à l'intérieur du parti. Et cela peut provoquer beaucoup plus de démotivation des militants et la perception même de l'instabilité au niveau du truc. Alors, à l'externe et à l'international. À l'externe, la conséquence à l'externe, je parlais tout à l'heure de perception de l'instabilité. Le départ du chargé de communication peut être perçu à l'extérieur comme un signe d'instabilité au sein du parti. Et ça peut susciter beaucoup de doutes quant à la cohésion interne et à la direction même stratégique du parti. Mais on va, s'il vous plaît, on va aller doucement parce que là on n'a que 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y, on va vous écouter. Donc, pour aller rapidement, je veux aller rapidement, ça peut entraîner aussi ce qu'on appelle un impact sur la stratégie de communication à l'extérieur. Et puis, ça peut créer beaucoup de confiance, je veux dire, ça peut détruire la confiance des militants à l'extérieur. Et puis aussi, toujours à l'externe, ça peut cristalliser, au fait, tout ce qui vient au niveau, en parlant de soutien. Maintenant, au niveau du RPG, il y a aussi des problèmes aujourd'hui, rapidement. Est-ce que vous pouvez dégager les probables raisons et les conséquences parce que ça transpire de ce côté? Oui, au niveau du RPG, comme nous le disons, et le rassemblement du peuple de Guinée rencontre aujourd'hui plusieurs conséquences. Et le problème, c'est du fait que la convention n'a pas eu lieu. La tenue de la convention. La tenue de la convention, c'est dû à beaucoup de désaccords au sein du parti et la situation actuelle du politique du pays et des difficultés au sein du parti. Et c'est la somme de tout ça qui a poussé le MATD et qui a constaté des manquements au niveau de l'organisation du RPG, des manquements au niveau de la gestion jugée non conforme aux exigences légales en vigueur, notamment quand on parle de la transparence financière, la gestion administrative et le respect des procédures internes. Et c'est ce qui a poussé le MATD à suspendre le RPG. Donc, ça aussi, ça ne se passe sans conséquence. La conséquence, au niveau du RPG pour son avenir politique, il y a qu'on peut appeler à l'affaiblissement de ce parti. Et la deuxième conséquence, il va provoquer une certaine mobilisation la suspension ça va galvaniser les partisans du RPG. Ça peut entraîner beaucoup de manifestations. Bien. Monsieur Mahamoud Touré, consultant et spécialiste en sociologie politique, merci de répondre à nos différentes questions. Je vous en prie, merci beaucoup et belle émission. Merci. Sans transition, nous allons maintenant au Sahel, où la tension monte entre l'Algérie et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs à Alger après la destruction d'un drone malien à proximité de la frontière algérienne. Bamako annonce également son retrait du comité d'état-major conjoint CEMOC et prévoit de porter plainte pour acte d'agression devant les instances internationales, un climat de tension qui rappelle les crises diplomatiques de décembre 2023 et de janvier 2024. Pour décrypter ces enjeux, d'abord les faits, Mohamed Ba, le PM, avant d'aller avec notre expert ou notre analyste. Les faits.
Abdallah, les faits, c'est dans un climat de profonde dégradation ces derniers temps que des relations entre les deux pays que nous avons constaté ce qui est en train de se passer depuis quelques jours maintenant. Il faut apporter la précision que c'était entre le 31 et le 1er de ce mois, 31 mars et le 1er de ce mois d'avril, que la situation s'est un peu dégradée entre ces deux pays frontaliers, le Mali et l'Algérie. Et c'est là, c'était le 1er avril plus précisément que Alger, la capitale algérienne, avait dit avoir abattu un drone de reconnaissance armée qui avait pénétré son espace aérien. Et vous comprendrez très bien quand il s'agit des objets, des matériels militaires, une fois que ça arrive à un certain niveau, ça crée des problèmes. Mais à la suite d'une enquête, le Mali a conclu avec une certitude, selon leur communiqué absolu, que le drone a été détruit suite à une action hostile, préméditée de la part du régime algérien, et que a affirmé ce communiqué que le ministère malien des Affaires étrangères a essayé de prendre toutes les dispositions possibles. Donc vous comprendrez que le Mali a déclaré que le drone appartient vraiment aux forces armées et sécurité de ce pays qui n'est autre que le Mali. Et de l'autre côté, il y a eu cette reconnaissance de la part des Algériens qu'ils ont abattu un drone, cet avion aéronef qui n'était nulle part que dans le territoire algérien. Donc le problème s'est situé entre les deux frontières. L'aéronef, ce drone militaire malien, pour eux, se trouvait dans leur territoire. Et quand on arrive à comprendre, à expliquer, vous vous rendrez compte que c'est pratiquement la différence, c'est moins de 2 km. Ils parlent même d'1,6 km selon l'espace. Donc, la moindre des choses, le conflit aidant ou la méfiance aidant entre les deux nations, la moindre des choses, c'est d'agir. Donc, l'aéronef a été abattu par les forces armées algériennes et que la réaction, ils ont déclaré, oui, qu'ils ont abattu un aéronef qui appartenait à l'armée malienne, oui. Et que l'armée malienne aussi a reconnu que leur aéronef a été abattu, mais abattu dans leur territoire, pas dans le territoire algérien. Et que au moment où ils ont perdu le contrôle, c'est-à-dire la communication entre l'aéronef et la base malienne, et là où l'aéronef a été retrouvé, tous ces deux points, c'est-à-dire environ un peu plus de 400 mètres de différence, tout s'est passé dans le territoire de ces deux pays. Donc, de façon campée, voilà comment la situation qui s'est passée. Et sur le coup, comme vous le savez très bien, que le Mali appartient à une organisation aujourd'hui qui n'est autre que l'AES. L'AES qui est une organisation de 3 pays de la zone. Et que bien avant la création de l'AES, le Mali aussi appartenait à une autre organisation dont il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie, il y a le Niger et le Mali. Donc à partir de cet incident qui s'est produit dans la nuit du 31 au 1er, le Mali a décidé de se retirer de cette autre organisation sous-régionale, le CEMOC, entre les 4 pays. Et sur le coup, il a rappelé son ambassadeur. Et les autres organisations membres de l'AIS, c'est-à-dire le Burkina, le Niger, ont aussi, à travers un communiqué, ont décidé de se retirer, de convoquer, d'inviter pour consultation leurs ambassadeurs dans leur pays. D'abord, c'est là, avant que les 3 pays ne réagissent ou que le Mali ne réagisse, la première réaction, les premières conséquences, c'était du côté de l'Algérie qui avait décidé de fermer sa frontière, c'est-à-dire l'espace aérien, entre tout vol, tout avion qui quitte en provenance de l'Algérie, en provenance de Mali, ou qui passe par l'Algérie pour aller au Mali, la zone était complètement bouclée et qu'on ne voulait pas. Et que de l'autre côté, les Maliens aussi ont pris la même disposition. Donc vous comprendrez que la tension est arrivée à un certain niveau, la méfiance est arrivée à un certain niveau, que les conséquences pourraient être graves. L'État malien accuse... Donc on peut parler de tension. On peut parler de tension, on peut parler de tension, on peut parler de tumulte, on peut parler de beaucoup d'autres choses aujourd'hui entre ces deux États. Parce que vous vous rendrez compte que le Mali a toujours dénoncé l'Algérie étant une base aérienne, selon les autorités maliennes, que l'Algérie a toujours été une base pour les terroristes qui compliquent la quiétude, la paix du côté malien. Donc cela n'a jamais été accepté par les autorités algériennes, même si tous ceux qui attaquaient le Mali
venait beaucoup plus du proche, et comme on appelle du côté de la frontière entre l'Algérie et le Mali. Donc la situation aujourd'hui est très tendue et vous comprendrez aujourd'hui, selon ce qui a été signé entre l'Algérie, entre le Mali, le Niger, le Burkina, il suffit seulement qu'un seul pays, un pays touche un des membres de l'AES pour que les autres est touché, pour que les autres membres arrivent à prendre une décision similaire. Donc aujourd'hui, la tension elle est palpable dans cette partie et on se demande jusqu'où cela va arriver parce que déjà il y a eu cet appel, mais aussi au-delà de se retirer de cette autre organisation qui n'est autre que le CEMOC, le Mali a porté plainte au niveau international, ce qui rend encore la situation très compliquée dans cette partie de l'Afrique. Bien, on va suivre cet élément réalisé par la rédaction politique du groupe Kavi Média avec Mamadou Tanoubaï. Derrière, on se retrouve avec notre invité basé du côté de Bamako. Le 1er avril dernier, les autorités algériennes avaient dit avoir abattu un drone de reconnaissance armée qui avait pénétré l'espace aérien de l'Algérie. Après une enquête, le Mali a conclu avec une certitude absolue que le drone a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien dans un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères. Le collège des chefs d'État de l'AES, Alliance des États du Sahel, a décidé de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités à Alger. Une annonce qui n'a pas fait réagir les autorités algériennes dans l'immédiat. Selon le gouvernement malien dirigé par des militaires, l'épave du drone a été localisée à 9,5 km au sud de la frontière avec l'Algérie. Face à la gravité de cet acte d'agression inédit, le Mali condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale et condescendante des autorités algériennes, peut-on encore lire dans le communiqué. Bamako a annoncé des mesures de protestation contre Alger, notamment la convocation de l'ambassadeur algérien à Bamako, le retrait avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint et une plainte devant des instances internationales pour actes d'agression. Crise entre les États du Sahel et l'Algérie suite à la destruction d'un drone. Nous allons prendre la direction de Bamako où nous attend M. Mohamed Sissi. Il est politologue. Avec lui, nous allons analyser et décrypter cette crise, ces enjeux géopolitiques notamment. Monsieur Sissi, bonjour, bienvenue dans le scanner de Kavi Média. Bonjour, Monsieur Sissi. Monsieur Sissé, bonjour. Allô? Bonjour, Monsieur Sissé. Monsieur Sissé, bonjour. Je pense que du côté de la réalisation, on va essayer de voir si on peut joindre à nouveau Monsieur Mohamed Sissé, qui est politologue basé du côté de Bamako. Monsieur Sissé, bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour, Monsieur Sissé. Ça ne va toujours pas du côté de la réalisation Kandé Sanko. On n'arrive toujours pas à joindre. Monsieur Sissé, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Bienvenue sur Kavi Média. Ouais, bonjour, bienvenue. Depuis plus de, on va dire plus de 24 heures, 48 heures, plus de 48 heures maintenant, une crise secoue ces deux pays, si on peut l'appeler comme ça, crise diplomatique. Le Mali, l'AES en général, qui prend position face à l'Algérie qui aurait détruit un drone de l'armée malienne. Aujourd'hui, quels sont les enjeux géopolitiques pour vous qui êtes politologue basé de ce côté? L'enjeu, c'est le Sahel. L'enjeu, c'est la stabilisation du Sahel. Et l'enjeu, c'est surtout les changements géopolitiques qui sont en train d'être dessinés dans tout le monde entier.
Bien. Aujourd'hui, quelle est la situation au Mali? Vous y êtes déjà. Les autorités, beaucoup de dispositions ont été prises. Une plainte même a été portée. En tant que politologue, comment vous analysez tout ça? J'ai apprécié l'attitude des autorités maliennes qui sont en train de travailler sur un plan diplomatique et juridique suite à cette agression qui a été d'ailleurs reconnue par les autorités algériennes. Donc les Maliens, juste après l'acte, ont pris le temps d'analyser et de voir comment ça s'est passé. À la fin, si nous attendons les commentaires des autorités maliennes, c'est de dire que les autorités algériennes ont détruit un drone sur le territoire malien. Donc face à ça, les Maliens se sont tournés vers les solutions diplomatiques et juridiques. Donc elles ont porté plainte et recours au droit international. Oui, Cheikh. Alors justement, le drone qui a été abattu par l'Algérie appartient à l'armée malienne. Le Mali qui a déjà porté plainte. On peut dire qu'une crise diplomatique est déjà consommée. Est-ce qu'à ce stade, on peut craindre une escalade militaire? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les autorités maliennes, comme à leur habitude, malgré tout ce qu'on peut dire, prennent le temps de travailler, comme je l'ai dit, sur un plan diplomatique et juridique. Pas pour une éventuelle guerre, comme certains le disent. Les deux pays, personne n'a intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait une confrontation militaire entre le Mali. Ce n'est pas le Mali seul. Vous avez entendu les déclarations des autres pays de l'AES, notamment le Niger et le Burkina, qui se sont ralliés au Mali, parce qu'aujourd'hui la cause est commune. Donc l'AES va amener l'Algérie dans ses raisons, et les Algériens, je pense que eux aussi, ils auront le temps de réfléchir et de voir les conséquences de leur acte. On a aussi rappelé que historiquement, le Mali a toujours accompagné l'Algérie depuis les années 60 jusqu'en 90, la guerre des fils. Donc je ne crois pas et je ne souhaite pas une confrontation militaire entre les deux pays. Bien, oui, je pense que les Algériens... oui. Aujourd'hui, dans une... Oui. Allez-y, continuez. Allez. Aujourd'hui, dans une acception assez large, est-ce que cette plainte du Mali ne frise pas quand même ce qu'on appelle une déclaration de guerre aujourd'hui, surtout des tensions diplomatiques qui pourraient être accélérées? Tensions diplomatiques, oui, mais comme je vous ai dit, les autorités maliennes sont sur une démarche diplomatique et juridique. Et au-delà du Mali, nous avons des instances auxquelles chacun de nous est affilié. Donc ces instances aussi vont faire leur travail et vont peut-être ramener l'Algérie à bien réfléchir. Et encore une fois, je ne crois pas à une confrontation militaire parce que je pense que c'est souhaité par certaines personnes qui ne sont pas des amis ni du Mali ni de l'Algérie. Mon souhait le plus ardent, c'est que les deux pays, surtout l'Algérie, reviennent à raison et que le Mali aussi, dans sa lutte de tous les jours, ne puisse pas ouvrir d'autres fronts de guerre, surtout contre l'Algérie qui est un pays voisin. Alors, comment vous comprenez aujourd'hui la position de l'AES dans son ensemble avec cette situation qui existe entre le Mali et l'Algérie? Quelles pourraient être les conséquences de cette prise de position? L'AES, depuis un certain moment, est sur une voie concordante.
c'est de travailler ensemble, avoir des positions diplomatiques ensemble. Et les pays de l'AES sont sur la même ligne que l'Algérie. D'ailleurs, je pense que pour les rappels diplomatiques, tout le monde est en train de suivre le même chemin. L'Algérie va se trouver en face, pas seulement du Mali, du Niger, avec lequel il a aussi une longue frontière, mais aussi les Burkina, qui sont dans les temps ses alliés. Donc, en plus du Maroc aussi, l'Algérie se voit créer une confrontation entre le Mali et par ricochet le Niger. C'est l'Algérie qui va perdre. L'Algérie va beaucoup perdre dans cette affaire. Alors, il faut dire que l'abattage de ce drone intervient dans une situation où la crise battait de l'aile entre les deux États, le Mali et l'Algérie. Nous connaissons l'histoire diplomatique, c'est cette dernière décennie-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tous les ingrédients ne sont pas là au cas où, si le recours, disons, du Mali, de l'AES au niveau des instances internationales n'est pas pris en compte, est-ce qu'on peut éventuellement parler, disons, d'une crise frontale entre les deux États? Une crise, oui, la crise est déjà là, mais frontale, encore une fois, je ne crois pas. C'est des pays qui ont des intérêts et au-delà de l'aspect militaire, nous avons d'autres relations sociales et culturelles. Je ne crois pas qu'il y ait une confrontation militaire. Par contre, je crois que cette situation de méfiance va se faire jusqu'à ce que la situation, l'Algérie éclaircisse sa position, parce que vous avez entendu le communiqué du Mali. Et au-delà de l'Algérie, le Mali a eu à faire recours à la justice internationale par rapport à d'autres choses, notamment la plainte du Mali en France. Cela n'a pas amené les autorités maliennes à dépasser et aller à une autre confrontation. Seulement, si on est agressé, on se défend sur le plan diplomatique ou autre. Et aussi, les Maliens vont aussi défendre leur territoire et leurs frontières. Je pense que c'est ce qui ne plaît pas à l'Algérie, parce que pendant des décennies, vous avez dit, les Algériens utilisaient les territoires maliens comme bon leur semble. Mais cela a été arrêté parce qu'au niveau de la frontière, au niveau sécuritaire, il y a tout un dispositif pour qu'il n'y ait pas de terroristes qui rentrent au Mali, comme ils veulent, des violations. Voilà, donc le Mali est dans sa position, et le Mali n'est pas sur un pied de guerre, mais le Mali va défendre illico presque ses frontières. Et qu'advienne ce que pourra, mais ça se passera comme ça. Mais encore une fois, le Mali n'est pas dans une logique de guerre contre l'Algérie, parce que le Mali a d'autres fronts qui les préoccupent aujourd'hui. Mohamed Sissé, alors d'autres précisions qu'on aurait, comme vous l'avez compris, qu'on suit toujours l'actualité du côté entre l'Algérie et le Mali. Ce n'est pas la première fois qu'on enregistre de telles tensions, de tumultes, de turbulences entre le Mali et l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui l'appartenance du Mali à cette association des États du Sahel, Niger, Burkina, est-ce que cette fois-ci les données pourraient changer? Les données ont déjà changé. Vous avez vu la prise de Kidal. La prise de Kidal, c'est aussi l'accompagnement des autres pays de l'AES, et qui a été une victoire éclatante et qui a résolu un certain nombre de problèmes sécuritaires au Mali. Vous avez aussi vu le problème quand il y a eu ce changement au Niger, le Niger était menacé par la CEDEAO et par la CEDEAO seulement. Il a fallu que les deux autres pays se joignent au Niger et montrent leurs muscles en montrant que... Donc ça a aussi sauvé les régimes nigériens. Donc aujourd'hui, tout le monde est d'accord, tout le monde a compris qu'il faut être ensemble pour exister. Et ça va se développer en crescendo.
ces derniers temps, vous avez vu les 3 pays qui ont fait une déclaration commune avec la Fédération de la Russie pour la même chose, parce que les enjeux sont connus. Et les différentes autorités de l'AES connaissent l'enjeu, et cette amitié, cette alliance ne peut que se renforcer. Bien. Monsieur Mohamed Sissé, politologue basé à Bamako, répondait à nos différentes questions. Merci d'être intervenu dans cette émission, Monsieur Sissé. Merci. Merci vraiment. On prend la direction maintenant de la France. Marine Le Pen est-elle hors course pour la présidentielle de 2027? Le 31 mars dernier, la justice l'a condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Une amende de 100 000 € vient alourdir la sentence. La patronne du Rassemblement national, tout comme son trésorier, a fait appel. Un marathon judiciaire s'engage et l'avenir politique de Marine Le Pen semble désormais plus incertain que jamais, Mohamed Leba. Oui, semble plus que jamais incertain son avenir politique, et si toutefois la Cour d'appel arrive quand même à confirmer cette peine en première instance, parce que vous avez rappelé en partie une condamnation de 4 ans quand même, dont 2 fermes avec bracelet électronique, il faut le préciser. Mais avant tout quand même, je crois il est important de rappeler, c'est-à-dire l'historique ou le contexte quand même dans lequel est intervenue cette affaire qui date, disons, de 2004, parce que ça s'est passé entre 2004 et 2016, donc 12 ans d'illégalité selon la justice, la justice parisienne, française, et il faut le préciser. Il s'agit effectivement de l'affaire des assistants parlementaires qui implique directement Marine Le Pen, donc dans la période entre 2004 et 2009, Marine Le Pen du Rassemblement national, ex-Front National, aujourd'hui, qui quand même tire le diable par la queue sur le plan judiciaire et juridique en France, avec cette situation qui quand même aujourd'hui risque de lui enlever toute éligibilité en ce qui concerne les élections de 2020, les élections de 2027. Donc le parti est accusé d'avoir utilisé des fonds alloués par le Parlement européen à ses députés pour rémunérer, disons, des assistants qui travaillaient pour le Rassemblement national. Et tout simplement parce que ces fonds qui étaient alloués par le Parlement européen, c'est-à-dire au mandat de ces élus, disons, de ces députés, des eurodéputés, pardon, voilà, j'y arrive, de ces eurodéputés n'étaient associés aucunement à ces différentes tâches, c'est-à-dire ce pourquoi le fonds était alloué, ces tâches n'étaient pas exécuté. En réalité, selon la justice française, le tribunal correctionnel de Paris, cet argent revenait à ces assistants-là qui quand même faisaient une vie de luxe. Et de l'autre côté, vous avez le tribunal correctionnel de Paris qui a jugé que ce système était déjà organisé et centralisé, dont Marine Le Pen était directement impliquée dans la période, disons, à partir de 2009. Donc de 2009 à 2016, Marine Le Pen, la justice a estimé que Marine était la pleine dedans, c'est-à-dire en connaissance de cause. Elle savait que l'affaire existait et finalement il n'y a eu rien en termes d'actes posés pour essayer quand même d'empêcher l'élan. Donc de 2009, cela a continué jusqu'en 2016 et finalement le RN qui n'effectuait, parce que ce fonds public, il faut quand même le rappeler qu'il s'agit quand même des fonds publics qui étaient alloués, n'entraient pas, c'est-à-dire n'étaient pas exécutés avec ces différentes causes. Et là, vous avez aussi le poids juridique aujourd'hui de la condamnation de Marine Le Pen. Alors, il faut aller, c'est-à-dire méthodiquement, pour comprendre aujourd'hui l'enjeu et surtout le volume de ce qui attend Marine Le Pen. Politiquement surtout. Surtout politiquement. Marine Le Pen, d'abord, le 31 mars, la condamnation est intervenue. Marine Le Pen qui écope de 5 ans d'inéligibilité
Donc, ça veut dire que dans cette période-là, Marine Le Pen n'est pas éligible, soit elle ne peut pas être candidate à l'élection présidentielle, tout simplement. Et de l'autre côté, vous avez 4 ans de prison, dont 2 fermes avec bracelet électronique, et vous avez une amende de 100 000 euros. Ça, c'est concernant Marine Le Pen. De l'autre côté, vous avez le parti qui écope d'une amende quand même qui est soumis au paiement d'une amende de 2 millions d'euros et aussi une confiscation d'1 million d'euros. Bien, merci Mohamed Lebas. On reviendra sur ce sujet demain ou dans les jours de cette semaine en tout cas pour mieux décrypter l'actualité du côté de la France. On y va avec nos partenaires et derrière on reçoit notre dernier invité au compte de ce numéro. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.
Merci à notre partenaire Mondial Express qui nous accompagne dans cette émission pour vos services. N'hésitez surtout pas à passer, faire un tour et vous serez satisfait forcément. On parle de cet autre sujet aussi crucial qui concerne tout le monde, plus loin l'avenir du pays tout entier. Un phénomène qui gangrène le système éducatif guinéen et freine son évolution. La fraude scolaire. Si les autorités mettent tout en œuvre pour sécuriser les examens nationaux, les pratiques frauduleuses persistent dans les classes intermédiaires au sud de tous. Il faut le dire, quelle approche adoptée face à cette réalité? Comment inverser la tendance? Que font les services concernés? Nous avons sur ce plateau M. Gadirouba. Il est directeur général par intérim du service national de la formation continue du MEPUA, ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Monsieur Ba, bonjour, bienvenue. Bonjour Abdallah, bonjour chers journalistes et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bien, on va aller avec ce reportage réalisé par la rédaction politique. Le temps pour vous de mieux comprendre ce sujet et derrière, on se retrouve avec notre invité sur ce plateau. Mohamed Sako, maître formateur et conseiller pédagogique, trouve où se situe le problème de la fraude dans le système éducatif guinéen. Il pointe le niveau bas de certains apprenants dans les établissements scolaires qui, selon lui, ont des lacunes dans la lecture et dans l'écriture notamment. Et qui sont ces deux groupes d'enseignants, comme d'apprenants? Le premier groupe, c'est des élèves qui ne savent ni lire ni écrire face au sujet à lire et à écrire. Et ces élèves, on les rencontre au niveau de la deuxième année de l'école primaire jusqu'au brevet. Je dis bien jusqu'au brevet. Le deuxième groupe, c'est des élèves qui n'ont pas le niveau de leur classe respective. Et ce deuxième groupe d'élèves, on les rencontre à partir de la deuxième année de l'école primaire jusqu'à l'université. Et qui est un élève qui n'a pas le niveau de sa classe respective. Lorsque un maître prépare un cours, il vient en classe, il le dispense. Pour évaluer ce cours, quand il donne des exercices, c'est des élèves qui ne peuvent pas faire ces exercices. Pourtant, l'élève est celui qui doit faire ses preuves dans une évaluation pour mériter son niveau d'apprentissage, rappelle le maître formateur. Depuis plusieurs années, des fraudes sont enregistrées lors des examens nationaux et donc il faudra un réel diagnostic dans l'éducation pour minimiser le phénomène, soutient Mohamed Sako, enseignant. L'examen, c'est quoi? L'évaluation, c'est quoi? C'est une confirmation de candidat face à une autorité qui dit à l'autorité, c'est moi qui ai l'habitude de faire mes exercices, c'est moi qui ai l'habitude de faire mes devoirs. Or, si tel n'est pas le cas, est-ce que lui pourra faire une évaluation? Est-ce que lui pourra réussir une évaluation? Est-ce que lui pourra réussir un examen? Donc, si vous voulez combattre contre la fraude, vous voulez combattre contre les tricheries, vous voulez combattre contre les faibles résultats, les résultats qui ne sont pas acceptés de tous, monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous et toute la considération, c'est pour d'abord faire face à ce problème. Et la solution est là. Combattre la fraude dans l'éducation demande la contribution de tous les acteurs du système. Et pour ce faire, chacun est invité à la réflexion personnelle pour accompagner une telle vision pour le bien de l'école guinéenne. Bien, vous avez suivi ce reportage avec nous, M. Ba. D'abord, quelle est votre première réaction avant la question de Cheikh? Merci beaucoup. J'ai suivi avec intérêt ce reportage qui parle de fraude en milieu scolaire. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude lors des examens ou lors des évaluations. Mais je peux vous dire que depuis l'avènement du 5 septembre 2021, la fraude a drastiquement diminué. Parce que si vous avez remarqué, depuis les examens 2022, d'abord, il n'y a pas eu de fuite de sujet. Et donc, nous avons pris, le ministère de l'enseignement préuniversitaire a pris toutes les dispositions pour empêcher la fraude en milieu scolaire. Et après les examens de 2022, il y a eu
un échec. Il y a eu un taux faible d'admis au niveau des différents examens nationaux et c'est ce qui a interpellé non seulement le gouvernement mais aussi les parents, mais les élèves aussi. Donc le gouvernement, la première mesure qu'on a eu à prendre, c'était de former l'ensemble des enseignants en République de Guinée. Et le gouvernement a mis les moyens à notre disposition, nous avons formé les enseignants. Et vous avez vu naturellement les résultats en 2023 et 2024 ont eu quand même une nette amélioration. Donc, le ministère est en train de tout mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la fraude. Et on ne peut pas avoir un examen avec zéro fraude. C'est pratiquement impossible, mais ce qu'on peut faire, c'est minimiser et d'éviter, d'empêcher que la fraude soit généralisée ou bien soit systémique, que ce soit entretenu par un système. Et c'est ce qui existait avant. Bien. Parce qu'avant, il y avait non seulement la fuite des sujets, mais aussi il y avait des groupes de rédaction auprès des centres qui traitaient ces sujets et faisaient entrer dans les centres. Et ce qui a considérablement baissé. Et je peux vous garantir que ces pratiques-là n'existent plus. Parce que les personnes censées choisir les sujets sont internées durant 40 jours et voilà, donc il n'y a pas de fuite de sujets. Oui, Yamoussa Cheikh. Peut-être qu'une solution partielle pour trouver solution aux fraudes, mais les cas de fraude existent toujours parce qu'à chaque année, vous-même, vous avez dit que c'est impossible de freiner drastiquement l'élan. Mais là, je vous rappelle ce dicton qui dit « Dis-moi le nom de ton enseignant, je te dirai quel élève tu es et quel niveau tu as. » On ne parle pas seulement de cas de fraude, mais on parle dans même le reportage, le faible niveau des apprenants. Vous êtes le directeur général par intérim du service national de la formation continue, un service qui se bat comme un beau diable pour la formation des enseignants. Mais jusqu'ici, on a encore des élèves qui ne peuvent pas rédiger ne serait-ce qu'une phrase. Vous avez vu dans le reportage, quelle est, selon vous, la cause de ce faible niveau de nos apprenants? La cause du faible niveau des enseignants est multiple. D'accord? Ce n'est pas seulement le faible niveau des enseignants, ça fait partie. C'est un des facteurs. D'accord? Et c'est pourquoi nous, on a mis un accent particulier sur la formation de l'enseignant. Et c'est ce qu'on est en train de faire depuis, en tout cas, quelques années. D'accord? Et le gouvernement est en train de mettre les moyens à notre disposition pour faire un renforcement des capacités des enseignants. Maintenant, vous savez, l'enseignant, la façon même d'abord de recruter l'enseignant, il y a des enseignants qui sont recrutés qui n'ont jamais fait une école, de formation, d'accord, qui n'ont pas fait l'INI, qui n'ont pas fait l'ISEC pour ceux qui doivent enseigner au secondaire, d'accord. Et donc, ils n'ont pas de notion de pédagogie, encore moins la didactique. Donc, et certains aussi, d'après en tout cas le constat qu'on a fait après l'évaluation, après l'identification des besoins en termes de formation des enseignants, nous avons constaté aussi que vous verrez certains enseignants qui ont fait biologie à l'université, mais qui enseignent les cours de mathématiques au collège ou au lycée. Donc, ce qui va entraîner vraiment un faible niveau des enseignants, parce que lui, il n'a pas la maîtrise en mathématiques, donc en réalité, il n'est pas censé enseigner les mathématiques. Donc, c'est ce que ça. La faute à qui, monsieur le directeur? Ça, nous avons hérité ça. Qu'est-ce que vous faites pour éradiquer cela? C'est ça. Maintenant, ce que nous faisons pour éradiquer ça, c'est d'abord pour celui qui a fait biologie à l'université, il doit enseigner les cours de biologie et non les cours de mathématiques. D'accord? Donc, nous, on est en train de prendre des dispositions pour que ces mesures-là soient vraiment... pour que nous puissions prendre des mesures pour corriger cet état de fait. Parce qu'on a trouvé ça sur place et c'est des personnes qui sont déjà engagées à la fonction publique et qu'on ne peut pas mettre dehors. D'accord? Et ensuite, nous faisons maintenant des formations continues. Nous faisons des formations pour des personnes qui
qui n'ont pas fait les cours de pédagogie à l'université et didactique. Donc, nous faisons un renforcement des capacités pour pouvoir les outiller afin qu'ils puissent vraiment mieux donner dans les... Maintenant, il y a aussi, à un moment donné, il y avait un manque de professeurs, surtout dans les préfectures, dans les sous-préfectures les plus reculées. Et on a constaté que la plupart des enseignants qui sont mutés là, ils ne restent pas. Donc, ils se débrouillent pour quitter et partir ailleurs. Donc, ce qui a fait que le gouvernement a pris des mesures pour faire un recrutement des enseignants au niveau local. Donc, le recrutement maintenant, c'est sur poste. Et les 10 000 enseignants qui viennent d'être recrutés, des enseignants contractuels, c'est sur poste. Donc, ils ont été recrutés au niveau local. Donc, ce qui fait que c'est des personnes qui exerçaient déjà le métier dans ces localités-là qui ont été recrutés à la fonction publique. Donc, ils sont déjà mis à la disposition de l'école où ils fonctionnaient. Donc, ce qui va vraiment nous aider à empêcher vraiment la migration de ces enseignants-là vers les grandes villes. Donc, ce sont des mesures qu'on a eu à prendre. C'est vrai, tout n'est pas rose, il y a des difficultés, certes, mais on est en train de prendre toutes les dispositions pour que vraiment les élèves puissent avoir un bon niveau, mais aussi les enseignants. Parce que, naturellement, pour vous évaluer ce que vous avez formé, donc, si l'élève n'est pas bien formé, il va de soi qu'il va tout faire parce que l'élève veut aller en classe supérieure. Donc, si l'élève n'est pas bien formé, vous ne pouvez pas lutter drastiquement contre la fraude. Bien, il y a un problème, il y a un sérieux problème. On se concentre plus sur les examens nationaux. Moi, j'ai bien suivi le reportage, mais il y a aussi les classes intermédiaires. Aujourd'hui, est-ce que le ministère ne doit pas quand même mettre en place des actions pour pouvoir aussi contrôler ce flux migratoire au niveau des classes intermédiaires où on ne suit plus? Au niveau du public, vous suivez certainement, au niveau du service, vous renforcez les capacités, mais ce que vous ne maîtrisez pas, c'est le privé. Non, nous maîtrisons l'ensemble des écoles en République de Guinée parce que nous avons déjà au sein du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, nous avons une direction, nous avons un service national chargé de l'enseignement préuniversitaire privé. D'accord? Donc nous maîtrisons parfaitement les écoles privées. D'accord? C'est vrai, il y a des écoles qui ne respectent pas certaines mesures, mais on est en train de prendre des dispositions pour cela. Au fait, pour vous dire clairement les choses, c'est difficile de lutter contre la fraude lorsque l'élève même n'est pas qualifié. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Depuis l'avènement du 5 septembre, en tout cas, des mesures ont été prises parce que vous savez, vous ne pouvez pas... Nous, par exemple, quand vous dites que nous privilégions les examens par rapport aux classes intermédiaires, non. Peut-être que pour les examens nationaux comme ça, les enjeux sont beaucoup plus grands. C'est pourquoi la communication est beaucoup plus accentuée à ce niveau. Mais sinon, nous sommes conscients que l'élève qui quitte avec un bon niveau au CP, c'est-à-dire en première année ou deuxième année, s'il quitte avec un bon niveau, il va remonter. S'il est bien formé à ce niveau, il va remonter avec un bon niveau. Justement, cela est parti d'un constat. C'est pourquoi la plupart de nos formations, nous les accentuons à ce niveau-là, au CP. Donc, en 2022 et 2023, nous avons formé l'ensemble des enseignants du CP et du CM2. D'accord? Parce que nous avons constaté que ce sont des classes qui étaient négligées. Et la plupart d'ailleurs des enseignants qui venaient enseigner au CP, c'est des personnes qui n'avaient pratiquement pas le niveau. Et même ils choisissaient avec des enseignants qui ne pouvaient enseigner que la première année. Parce qu'eux pensent que c'est la classe la plus facile, alors que c'est le contraire, c'est la classe la plus difficile. Parce que là, vous recevez l'enfant qui vient pour la première fois à l'école et qui ne connaît rien de l'école. Donc c'est pourquoi il est important, et nous avons donné des instructions fermes aux responsables d'école de prendre des personnes qui ont un très bon niveau et les mettre dans les classes de CP pour que les enfants soient bien préparés à la base pour qu'ils puissent remonter avec un très bon niveau. Et ça fait partie d'ailleurs même de la priorité du ministre Jean-Paul Seydi qui a dit aujourd'hui qu'il met un accent particulier sur l'enseignement
à la base, l'enseignement fondamental. Peut-être au niveau des écoles publiques, on peut comprendre, mais au niveau des écoles privées, la plupart, ce sont des enseignants, des personnes souvent dont le niveau n'arrive même pas au niveau, c'est-à-dire du BEPC. Il suffit juste d'aller dans certaines écoles privées pour le constater. Par rapport à la formation continue, vous avez parlé du niveau public. Est-ce qu'il y a un autre mécanisme particulier pour ce qui est du privé? Ça, c'est la première question. Par rapport à la question d'Abdallah concernant aujourd'hui les classes intermédiaires, c'est-à-dire qui sont laissées pour compte, cela part d'un constat. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile dans les écoles publiques de trouver même des personnes qui redoublent les classes, surtout quand il s'agit des classes intermédiaires. Nous avons pris des mesures par rapport à ça. Vous savez, l'héritage est vraiment lourd. C'est très lourd, d'accord, parce que... C'est très facile de le dire. C'est très facile de le dire, monsieur le directeur. Oui. Parce qu'à l'évidence... Écoutez, c'est la réalité. Oui, on est en Guinée. C'est la réalité, nous sommes tous en Guinée. Vous avez pratiquement fait 3 ans à la tête de cette direction. Oui. Vous en savez quelque chose, monsieur le directeur? Oui, nous, notre vocation, c'est la formation des enseignants. Nous ne gérons pas les élèves, d'accord? Les évaluations, ce n'est pas notre domaine. Indirectement, vous les gérez. Oui, bien sûr. Oui, c'est pourquoi je vous dis, c'est un système qui a été entretenu depuis très longtemps et les élèves, ils ne sont pas conscients. Parce qu'il faut d'abord conscientiser les élèves, mais aussi les enseignants. Parce que les élèves ne peuvent pas quitter eux seuls d'une classe inférieure pour une classe supérieure, sans la complicité de l'enseignant ou bien du responsable de l'école. C'est pourquoi notre vocation, c'est d'abord conscientiser l'enseignant pour lui dire que il ne faut pas laisser un élève qui n'a pas le niveau à la classe supérieure, parce que ça va faire la difficulté pour les autres qui vont le prendre en classe supérieure. Donc, ça, quelle que soit la formation que vous donnez à l'enseignant, s'il n'est pas conscient de cet état de fait, vous avez beau faire, parce que ce sont les enseignants qui forment les élèves et c'est eux aussi qui les évaluent, c'est eux qui les surveillent. Si lui n'est pas conscient qu'il faut, il faut empêcher la fraude, je pense que tout ce qu'on va faire, ça va... Parce que quand tu viens en tant que superviseur, tu n'es pas en contact direct avec les candidats. Il y a une autre question. Il y a une question qui reste. Allez-y. Reprenez la question bas. La première question, c'est concernant la formation des encadrants au niveau privé. Est-ce que vous avez un mécanisme particulier pour cela? Bon, il n'y a pas un mécanisme particulier pour ça. Nous formons l'ensemble des enseignants République de Guinée. Quand nous planifions nos formations, nous intégrons aussi les enseignants de privé, d'accord? Maintenant, l'autre chose, c'est que vous avez parlé du faible niveau des enseignants dans les privés. En fait, nous ne maîtrisons pas le mécanisme de recrutement des enseignants au privé. Vous comprenez? Vous me rejoignez? Ça, c'est un véritable problème. Non, écoutez, maîtriser l'école privée et maîtriser le mécanisme de recrutement, c'est normalement, quand vous prenez d'autres pays, il faut un certificat que le ministère délivre pour un enseignant pour que tu puisses aller enseigner au privé. Il faut lui donner un certificat. C'est sur la base de ce certificat-là que vous devez aller enseigner au privé. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Je pense que ça doit être quelque chose qu'on doit prendre en compte pour que ce soit conditionné, pour que tu sois recruté au privé, qui est un certificat qui est délivré par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. N'est-ce pas un aveu d'impuissance et plus loin aujourd'hui, que dites-vous de cette installation frauduleuse des écoles privées aujourd'hui qui foisonne partout? Il suffit juste d'avoir des moyens et ça vous échappe et vous venez de l'avouer ici effectivement qu'il y a là effectivement un certain nombre de faits qui vous échappent en ce qui concerne le privé. Oui, je parle du recrutement des enseignants au niveau des écoles privées. D'accord? Ça, c'est quelque chose vraiment nous n'avons pas suffisamment le contrôle sur ça. Il faut l'avouer parce que la vérité, il faut dire cela. D'accord? Oui. Mais pour que tu sois une école, il faut forcément que tu sois reconnu légalement au niveau du ministère. C'est le ministère de l'enseignement préuniversitaire qui délivre les agréments pour les écoles privées. Donc, vous ne pouvez pas du tout exister si vous n'avez pas une autorisation de création, parce qu'il y a 2 documents qu'on délivre. Il y a l'autorisation de création qui vous permet
d'entreprendre des activités de construction pour l'école. Et après une évaluation, d'accord, après une évaluation pour voir si le bâtiment, si l'école répond aux normes, aux critères, et ensuite maintenant on vous donne ce qu'on appelle l'arrêté d'ouverture. Donc on vous autorise à ouvrir l'école. Donc si vous me dites que les écoles poussent par-ci par-là et nous n'avons pas cette information-là, et je pense que si tel était le cas, le service national de l'enseignement privé prendra toutes les dispositions pour vraiment empêcher ces écoles-là de fonctionner, parce que il n'est pas normal qu'une école ouvre ses portes et forme les élèves guinéens sans que nous ayons notre mot. Vous savez bien, monsieur le directeur, un des défis auxquels vous étiez confronté, c'était cette installation frauduleuse. Vous l'avez rappelé un certain nombre de faits. Les critères pour qu'on puisse ouvrir une école aujourd'hui, quand on procède à une évaluation aujourd'hui, beaucoup d'écoles vont disparaître. Vous êtes d'accord avec moi? Une évaluation sérieuse concernant sur les normes, beaucoup d'écoles vont disparaître, monsieur le directeur, privé. Bon, je ne maîtrise pas. Je dirais même 80%. Je ne maîtrise pas trop ce domaine. Il y a un service qui est responsable des écoles privées en République de Guinée. Mais je vous dis, si tel était le cas, le ministère prendra toutes les dispositions pour empêcher ces écoles-là de fonctionner, parce que ce n'est pas normal qu'une école fonctionne si elle n'est pas agréée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau des apprenants, c'est-à-dire des élèves. Vous avez dit que vous ne gérez pas cette catégorie-là, mais vous renforcez en capacité les enseignants, et si toutefois le faible niveau des apprenants, des élèves persiste, l'on se demande quel est le résultat de vos initiatives. J'avoue que le niveau des élèves ont beaucoup évolué, d'accord. Vous savez, quand vous formez les enseignants du CP de la première année, c'est après quelques années que vous pouvez évaluer le niveau de ces élèves-là, peut-être dans les examens nationaux, parce que aujourd'hui, la façon dont on mesure le niveau de l'évaluation continue. Voilà. Oui, il y a des évaluations dans les classes intermédiaires, d'accord. Ça, je peux vous garantir que le niveau des élèves vraiment soit en train d'évoluer, parce que aujourd'hui, on est en train de former, on a mis un dispositif en place de formation continue des enseignants, et ce dispositif-là est en train vraiment de bien fonctionner, et je pense qu'à l'avenir, nos élèves pourront vraiment avoir un niveau requis. Maintenant, pour les installations frauduleuses, c'est ce que je vous dis. Au fait, on est en train de mettre, vous savez, le ministère à la volonté est en train de mettre un dispositif pour lutter drastiquement contre la fraude. Mais vous ne pouvez pas avoir zéro fraude. C'est pas pratiquement impossible. Bien. Même si c'est comme si vous dites que vous pouvez avoir zéro voleur dans un pays. C'est pas possible. Quelles que soient les dispositions que vous allez mettre en place, il y aura des personnes qui vont s'infiltrer pour aller, comme les camarades, pour aller faire... et les bas. Au même moment. Camarades et donc bas. c'est pour vous dire combien de fois on est en train de prendre des dispositions pour lutter efficacement contre les fraudes. Mais cela passe par la conscientisation non seulement des enseignants, mais aussi des élèves. Parce que vous avez remarqué, en 2022, quand on a organisé les examens nationaux, et quand les élèves ont compris que vous n'avez aucune possibilité de frauder, l'année qui a suivi, avant même les vacances, les élèves ont commencé à faire des révisions. Parce qu'ils ont pris conscience que lorsque vous n'avez pas le niveau, vous n'avez aucune possibilité d'aller en classe supérieure. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire au ministère. Et ça, progressivement, ça va aider. Et ça ne veut pas dire que nous allons dramatiser les examens. Comme le ministre Jean-Paul Sidi l'a dit, il faut rassurer tous les acteurs, parce que quand l'enfant a peur, il va tout faire pour frauder, parce qu'il va croire que les enseignants qui sont venus pour le surveiller, c'est pour l'empêcher d'aller en classe supérieure. Donc, il prendra toutes les dispositions pour frauder. C'est pourquoi nous avons rassuré les élèves, nous avons impliqué les autorités au niveau local, les préfets, les collectivités locales. Et je vais vous donner un témoignage. L'année dernière, moi, j'étais superviseur dans la préfecture de Pita. D'accord? Et quand je suis venu, c'était dans la sous-préfecture de Timimadina, où les autorités, parce qu'on nous avait donné des instructions de partir sensibiliser toute la population pour dédramatiser les examens. Et il y a
il y a un imam qui a fait un témoignage. Il dit, lui, il pensait avant, comme les caisses, les sujets viennent passer la nuit sur le préfet, pour lui, le préfet avait la possibilité de sortir les sujets et montrer à ses enfants qui sont dans les classes d'examen. Mais comme il a été impliqué dans le processus, lui-même, il est allé, il a vu que dans la caisse, il y a 5 clés. Le préfet a une clé, le DPE a une clé, le commandant de la gendarmerie a une clé, et l'autorité locale aussi a une clé. Il faut la présence de ces acteurs-là pour ouvrir la caisse, pour sortir les sujets. Lui-même, il a compris, il a dit, il a compris que c'est un processus qui est transparent et personne n'a la possibilité de prendre le sujet et montrer à son enfant. Donc, ils ont fait ce témoignage-là, ils ont dit vraiment c'est important d'impliquer la population locale. Et ça a marché, monsieur Gadirouba. Malheureusement, on est pris par le temps. Vous savez, la radio, c'est l'heure. Je rappelle que vous êtes le directeur général par intérim du service national de la formation continue du MEPIA, ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Merci d'être passé dans cette émission. Vous n'avez pas eu assez de temps, je sais, vous allez vous plaire. Oui, c'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous accordez à venir expliquer les actions qu'on est en train de faire sur le terrain. Je pense que ça, c'est un sentiment de redevabilité pour nous parce que le chef de l'État a instruit tous les hauts cadres de venir expliquer à la population ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Il faut remercier les autorités, le gouvernement, notamment le président de la République, pour toutes les actions qu'ils sont en train de faire pour qualifier le système éducatif. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à Moussa Cheikh Kamara, merci Abdallah, merci. Merci Yahya Diallo. Merci à vos auditeurs et téléspectateurs. Nous nous excusons aujourd'hui encore, nous n'avons pas pu lire vos différentes réactions, ce n'est que partie remise. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.